Bonsoir Luc Ferry, merci d'être avec nous. Bonsoir, fidèle au rendez-vous. Vous êtes philosophe, ancien ministre de l'Éducation, bien sûr. Alberto Toscano, notre confrère italien, vous avez raison. On parle italien, on parle allemand, on parle français. Anglais Anglais, difficile. Hein. On va retrouver Olivier Mazerolle qui est avec nous en direct, bien sûr, de Bruxelles, notre éditorialiste qui a passé la nuit réveillée avec tous les grands d'Europe et qui a suivi l'accouchement laborieux, mais quand même assez heureux finalement de ce traité. Assez surprenant, nous disait Alain Lamassoure il y a un instant, agréablement surpris par le contenu. Olivier, c'était une surprise pour vous? C'est un moment important pour l'Europe? Ah, c'est un moment important, une surprise pas vraiment, parce qu'on a l'habitude de voir monter les tensions comme ça et une espèce de dramatisation de la part de ceux qui veulent réussir et qui veulent réussir avant ce genre de sommet. Donc franchement, je crois qu'ils ne pouvaient pas échouer et finalement, ce qui est important, c'est de voir que les 17 ont marché avec la France, l'Allemagne, les institutions européennes et finalement, ils sont même 23 puisqu'il y a 6 candidats à la zone euro. Voilà, donc pas de surprise, mais enfin quand même sur le contenu. Surprise, non. C'est un pas en avant, c'est pas le pas en avant définitif, parce que le traité doit être discuté, doit être écrit, doit être approuvé. Et on sait qu'est-ce que signifie, même pour les 17, approuver un nouveau traité européen. Et en plus, il y a des éléments de ce traité tel qu'il est présenté aujourd'hui qui présentent une renoncée à des souverainetés nationales dont les pays, à commencer par la France, sont très jaloux. Qu'est-ce que c'est pour la France de renoncer à la souveraineté sur le terrain du budget? Est-ce que vous voyez un président de la République française présenter le budget de la France à Bruxelles avant qu'à Paris? Non, mais là, normalement, il y a la règle d'or. Et après, c'est le Conseil constitutionnel en France qui contrôlera si le budget respecte la règle d'or. Oui, mais le budget sera soumis au contrôle européen. Voilà, Luc Ferry est très sceptique lui aussi. Hein, il a l'impression que ça ne va pas marcher. Non, vous savez, il y a deux interprétations de la crise. Si vous pensez que l'endettement est la principale cause de la crise, alors l'accord qui vient d'être passé est très bon. C'est très bien, la règle d'or, on est dans une logique libérale de désendettement des États, en admettant que ce soit appliqué et que ça marche, pourquoi pas. Mais si vous pensez, autre interprétation de la crise, je pense par exemple à quelqu'un comme Jean-Pierre Chevènement, que la crise ne vient absolument pas de l'endettement des États, contrairement à ce qu'on dit partout, mais de l'absence de politique économique et monétaire de l'Union européenne comme Union européenne, donc de l'absence de croissance liée elle-même à l'absence de politique économique et monétaire, et notamment au fait que la Chine exerce sur nous un triple effet de dumping économique, social et monétaire. Bon. Et donc, si vous pensez que l'endettement n'est pas la cause, mais que la cause, c'est l'absence de politique économique, alors l'accord qui vient d'être passé est absolument nul. Et moi, je suis même nul, parce qu'à la limite, dans la perspective des souverainistes, l'endettement n'est pas une mauvaise chose. L'endettement est ce qui a permis de maintenir un minimum de croissance et un minimum de tissu social. Et donc, moi, je pense que les deux interprétations sont vraies. Donc, je trouve que là, pour l'instant, on marche sur une seule jambe et qu'il aurait fallu, par exemple, dire on fait un moratoire sur 4 ans pour permettre à la BCE de rentrer dans le jeu. Là, la BCE ne joue aucun rôle. Aucun. Elle va juste prêter un peu aux banques, mais elle ne va ni emprunter, ni garantir, ni prêter aux États. Alors, Olivier Mazerolle veut réagir. On va le voir, on va le montrer. Olivier. Non, c'est un peu plus subtil que ça. Oui, c'est un peu plus subtil que ça quand même, Luc Ferry, parce que il est vrai que la BCE ne peut pas intervenir directement, mais par des voies contournées, parce que l'Allemagne, effectivement, ne veut pas qu'elle intervienne. Donc, par des voies contournées, elle arrive quand même à intervenir. Et les prêts aux banques sont très importants, parce que ces prêts aux banques sont à 1% sur 3 ans, et en même temps, on garantit aux banques qu'elles n'auront plus à prêter de l'argent, oui, aux États qui sont hyper endettés. Donc, c'est quand même très important de savoir que les banques ont une capacité d'investissement et qu'elles peuvent avoir envie d'investir. Maintenant, c'est vrai que cet accord, c'est pas la panacée universelle, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a quand même des mesures de croissance ou pas du tout? On n'est pas du tout dans cette perspective. Hein. La perspective n'est pas la croissance, la perspective est la rigueur. Ah non. Oui, c'est la rigueur. Alberto et ensuite Olivier. La perspective est la rigueur, et je le répète et je le souligne parce que pour moi c'est l'un des éléments essentiels. La perspective est de renoncer de la part des États, des 17 États, pour l'instant 17, à un peu de souveraineté au bénéfice des institutions européennes sur le terrain de budget, de la politique budgétaire. Et c'est une renonciation à des pouvoirs nationaux qui
pourrait provoquer des polémiques sérieuses, à mon avis, surtout en France. Mais bon, il y aura l'élection présidentielle qui va trancher, mais c'est un peu la logique d'une politique économique qui s'intègre progressivement. C'est budgétaire. Bien sûr, budgétaire, mais bien sûr, mais qui aussi petit à petit peut arriver vers une politique économique pour aller avec la zone euro, pour soutenir l'euro. Même des économistes pas sur la ligne souverainiste républicain à l'achevènement Mélenchon, mais des gens comme Attali, comme Delors, comme Daniel Cohen, par exemple, pour citer des économistes ou des grands Européens, souhaitaient qu'il y ait des eurobonds. C'est-à-dire que, bien sûr, Olivier Mazerolle a raison de dire qu'on va prêter, d'ailleurs je l'ai dit aussi, on va prêter aux banques et pas cher à 1%. Bon, très bien. Mais là, on est dans une perspective où il faut quand même bien voir que sans croissance, le désendettement des États est impossible. C'est pas à peine de tourner autour du pot. On peut démontrer mathématiquement que le désendettement des États, que ce soit la Grèce, que ce soit l'Italie, que ce soit même la France doit trouver 70 milliards d'euros d'ici 2013 pour ne pas perdre les 3 A. Même en faisant des acrobaties hallucinantes, même en repassant par exemple aux 39 heures payées 35, on gagnera 20 milliards et pas 70 milliards. Il faut trouver au mois de février 400 milliards pour payer la dette grecque et italienne pour l'essentiel. On n'a pas la queue d'un. Et donc là, il faut être quand même clair, la rigueur est indispensable, le désendettement est indispensable, mais sans croissance, il est absolument impossible. Juste un chiffre, et je m'arrête là, les 15 000 postes de profs supprimés en France, ça rapporte 300 millions d'euros. C'est des clopinettes, on a besoin de 70 milliards. Donc là, ne croyons pas un millième de seconde que l'accord qui vient d'être passé va nous sortir de la panade. Non, ça ne va pas sortir de la panade, mais ça permettra à la Banque centrale européenne d'intervenir en rachetant des bons du Trésor de différents pays. Et ça, c'est fondamental. La Banque centrale européenne, ne l'oublions pas, déjà rachète des bons du Trésor italiennes, mais aussi français et d'autres pays, espagnols, grecs, pour une vingtaine de milliards d'euros par semaine, dont la Banque centrale européenne est déjà engagée sur ce terrain. Elle pourra faire plus dans les prochains mois. Alors justement, Christian Noyer de la Banque de France dit « Pas besoin d'une intervention plus massive de la Banque centrale européenne ». Voilà. Dès qu'il y a un peu d'espoir, eh bien, c'est douché pour envoyer des messages, par exemple aux Allemands qui attendent cela. N'est-ce pas, Olivier? Alors, la Grande-Bretagne, en un mot, elle est sortie du jeu. Oui. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est un problème? Elle n'a jamais été dedans. Mais évidemment que c'est mieux. Évidemment que c'est mieux. Évidemment que c'est mieux. Il commence à en avoir assez de ces Britanniques qui à chaque fois disent « Ah ben nous on signe, seulement on n'applique pas telle partie du traité ». Ça suffit comme ça. Il faut qu'ils disent s'ils veulent dedans ou dehors. Mais et là ils se sont heurtés vraiment à une coalition alors totale. Hein, et c'est la première fois que ça se produit. Alors Alberto Toscano et Luc Ferry. La Grande-Bretagne veut devenir le Hong Kong de l'Europe, où il y a les services, les capitaux, mais pas l'industrie, où on s'amuse, et où il y a un peu plus de liberté, de flexibilité, tout ça. La Grande-Bretagne rêve de devenir le Hong Kong de l'euro. Qu'elle le devient. Non, mais la Grande-Bretagne n'a jamais été dans le jeu. Le seul avantage qu'elle en sorte, si je puis dire clairement, mais enfin, pour en sortir, il lui fallu qu'elle y soit déjà, c'est qu'on va pouvoir passer de la germanophobie à l'anglophobie. Oui, c'est ça. Là, je suis en train de voir que c'est la perfide Albion qui revient. On passe l'entente cordiale. Ouais, on passe d'un cliché à un autre. Quand même, attention, il y a en France un président de la République qui s'était fait bien d'illusions sur la Grande-Bretagne de David Cameron. Oui, non, mais c'est surtout qu'au début, en 2007, Nicolas Sarkozy voulait une alliance avec la Grande-Bretagne. Non, ils ont fait l'intervention en Libye ensemble. Absolument, absolument. Olivier, vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. On passe pas de la... Non. La germanophobie, effectivement, elle s'est manifestée. Bismarck, franchement, c'est complètement incongru. En revanche, l'attitude anglaise d'aujourd'hui, qui consiste à dire « Ah bah je suis d'accord ». Surtout, vous savez, les Anglais, ils ont l'habitude de traiter un peu les autres comme les Verts ont traité le PS. Hein. On signe un accord, mais sur l'élément principal, on dit non. Bon, ça va, je veux dire, où ils veulent être dedans, où ils veulent être dehors. Bah, Olivier, mais cela dit, ils sont toujours dans l'Union européenne. De toute façon, ils n'étaient pas dans la zone euro. Bon, en tout cas, on voulait avoir des journalistes anglais ce soir, mais on n'a pas réussi. Ils étaient tous occupés ce soir. Ils se cachent. Il faut inviter l'ambassadeur, qui est un type charmant en plus, un type adorable. Absolument. Bon, merci beaucoup. Merci Olivier. On va revenir à la politique française. Vous pouvez rester avec nous, bien sûr, parce qu'on a eu un petit événement il y a quelques instants sur notre antenne, puisque c'était Jack Lang qui était l'invité d'Olivier Truchot
Show sur BFM Story tout à l'heure, et qui a répondu à Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg l'accusant d'être un symptôme de la corruption dans la fédération PS du Pas-de-Calais. Écoutez la réaction de Jack Lang. En tout cas, si je le rencontrais dans les heures qui viennent, il recevrait une bonne paire de gifles déjà. C'est comme ça qu'on traitait les choses naguère quand on se conduisait mal. Ça fait trop longtemps qu'en permanence, ils s'autorisent à mettre les uns et les autres en cause, à commencer par la première secrétaire du Parti socialiste. Je considère que Montebourg ne respecte pas l'éthique républicaine, ne respecte pas l'éthique socialiste, se met en infraction avec les principes qui sont les miens en tout cas, et donc je décide de demander à mon avocat de porter plainte pour diffamation et calomnie. Alors les gifles, c'est le nouveau duel maintenant. Le vrai duel. Les socialistes pensent, ont vendu la peau de l'ours, et ils pensent avoir déjà gagné, et ils sont en train déjà de se disputer pour les postes de pouvoir. Mais ils n'ont pas encore le pouvoir. Il faudrait leur dire, vous n'avez pas encore le pouvoir, vous devez gagner le pouvoir. Et là, c'est pas la bonne manière, peut-être. C'est pas vraiment pas la bonne manière. C'est pas franchement la bonne manière. Non, mais là, notre ami fait une hypothèse optimiste. Moi, je pense qu'il s'agit simplement de dégommer Hollande que de lui faire encore une peau de banane. Ce qui est hallucinant dans la trajectoire de Hollande, c'est à quel point ses amis, entre guillemets, lui font des vacheries. Parce que là, c'est quand même... si mes amis du Figaro font pas la une là-dessus, je veux bien être pendu sous un fraisier. Avec des amis comme ça, on peut se passer d'ennemis. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse, François Hollande, là? Attends, il y a quand même une question, c'est que Martine Aubry voulait, je sais pas, changer la vie, transformer le monde, qu'elle commence déjà par changer les fédérations socialistes qui apparemment quand même ont pas l'air d'être très en forme. Parce qu'il y a une hypothèse qui est pas absurde, c'est qu'après tout, ce que dit Montebourg soit pas totalement faux. Bon. J'ai juste un mot, qu'est-ce qu'il doit faire Hollande là maintenant? Il faut qu'il les calme et qu'il leur dise arrêtez tout. Bien sûr, bien sûr. Et là, il doit montrer être vraiment le chef à bord, que le parti, et plus que le parti, cette mouvance qu'il a amené à la candidature soit réellement dirigée par quelqu'un qui est capable de se montrer comme le chef. Merci beaucoup, merci, c'est le 20h de Marc Hautement. À lundi.